La République de Platon, livre 2e. Donc, en prononçant ces paroles, je croyais m'être dégagé de l'entretien. Mais ce n'était, semble-t-il, qu'un prélude. En effet, Glaucon, qui se montre plein de courage en toutes circonstances, n'admit pas la retraite de Thrasymachs. « Te contentes-tu, Socrate, dit-il, de paraître nous avoir persuadés, ou veux-tu nous persuader vraiment que de toute façon il vaut mieux être juste qu'injuste ? Je préférerais, répondis-je, vous persuader vraiment si cela dépendait de moi. Tu ne fais donc pas, reprit-il, ce que tu veux, car dis-moi, ne te semble-t-il pas qu'il est une sorte de bien que nous recherchons non pas en vue de leurs conséquences, mais parce que nous les aimons pour eux-mêmes, comme la joie et les plaisirs inoffensifs, et qui par la suite n'ont d'autre effet que la jouissance de celui qui les possède ? À mon avis, dis-je, il existe des biens de cette nature. Mais quoi ? N'en est-il pas que nous aimons pour eux-mêmes et pour leur suite, comme le bon sens, la vue, la santé, car de tels biens nous sont chers à ce double titre. Si, répondis-je. Mais ne vois-tu pas une troisième espèce de bien, où figure la gymnastique, la cure d'une maladie, l'exercice de l'art médical ou d'une autre profession lucrative ? De ces biens, nous pourrions dire qu'ils ne vont pas sans peine. Nous les recherchons non pour eux-mêmes, mais pour les récompenses et les autres avantages qu'ils entraînent. Cette troisième espèce existe en effet, dis-je, mais où veux-tu en venir ? Dans laquelle, demanda-t-il, places-tu la justice ? Mais dans la plus belle, je pense, dans celle des biens que, pour eux-mêmes et leurs conséquences, doit aimer celui qui veut être pleinement heureux. Ce n'est pas l'avis de la plupart des hommes qui mettent la justice au rang des biens pénibles qu'il faut cultiver pour les récompenses et les distinctions qu'ils procurent, mais qu'on doit fuir pour eux-mêmes parce qu'ils sont difficiles. Je sais, dis-je, que voilà l'opinion du plus grand nombre, et c'est comme tel que depuis longtemps Thrasymachs blâme ses biens et loue l'injustice. Mais j'ai, ce semble, la tête dure. Or ça donc, reprit-il, écoute-moi à mon tour, si tu n'as pas changé d'avis. Je crois en effet que Thrasymachs s'est rendu plus tôt qu'il ne se doit, fasciné par toi comme un serpent. Pour moi, je ne suis pas satisfait de votre exposé sur la justice et l'injustice. Je désire connaître leur nature, et quel est le pouvoir propre de chacune, prise en elle-même, dans l'âme où elle réside, sans tenir compte des récompenses qu'elle procure et de leurs conséquences. Voilà donc comment je procéderai si bon te semble. Reprenons l'argumentation de Thrasymachs. Je dirai premièrement ce qu'on entend communément par justice et quelle est son origine. Deuxièmement, que ceux qui la pratiquent ne le font pas volontairement parce qu'ils la considèrent comme une chose nécessaire et non pas comme un bien. Troisièmement, qu'ils ont raison d'agir ainsi car la vie de l'injuste est bien meilleure que celle du juste, comme ils le prétendent. Quant à moi, Socrate, je ne partage pas cette opinion. Cependant, je suis dans l'embarras, ayant les oreilles rebattues des discours de Thrasymachs et de 1000 autres. Je n'ai encore entendu personne parler de la justice et de sa supériorité sur l'injustice comme je le voudrais. Je voudrais l'entendre louer en elle-même et pour elle-même. Et c'est de toi surtout que j'attends cet éloge. C'est pourquoi, tendant toutes mes forces, je louerai la vie de l'injuste, et ce faisant, je te montrerai de quelle manière j'entends que tu blâmes l'injustice et que tu loues la justice. Mais vois si cela te convient. Très certainement, répondis-je. Et en effet, de quel sujet un homme sensé se plairait-il à parler et à entendre parler le plus souvent ? Ta remarque est excellente, dit-il. Écoute donc ce que je vais t'exposer en premier lieu. Quelle est la nature et l'origine de la justice ? Les hommes prétendent que par nature il est bon de commettre l'injustice et mauvais de la souffrir, mais qu'il y a plus de mal à la souffrir que de bien à la commettre. Ainsi aussi,
Lorsque mutuellement ils la commettent et la subissent, et qu'ils goûtent des deux états, ceux qui ne peuvent point éviter l'un ni choisir l'autre estiment utile de s'entendre pour ne plus commettre ni subir l'injustice. De là prirent naissance les lois et les conventions, et l'on appela ce que prescrivait la loi légitime et juste. Voilà l'origine et l'essence de la justice. Elle tient le milieu entre le plus grand bien, commettre impunément l'injustice, et le plus grand mal, à subir quand on est incapable de se venger. Entre ces deux extrêmes, la justice est aimée non comme un bien en soi, mais parce que l'impuissance de commettre l'injustice lui donne du prix. En effet, celui qui peut pratiquer cette dernière ne s'entendra jamais avec personne pour s'abstenir de la commettre ou de la subir, car il serait fou. Telle est donc, Socrate, la nature de la justice et telle son origine selon l'opinion commune. Maintenant, que ceux qui la pratiquent agissent par impuissance de commettre l'injustice, c'est ce que nous sentirons particulièrement bien si nous faisons la supposition suivante. Donnons licence au juste et à l'injuste de faire ce qu'ils veulent. Suivons-les et regardons où l'un et l'autre les mène le désir. Nous prendrons le juste en flagrant délit de poursuivre le même but que l'injuste, poussé par le besoin de l'emporter sur les autres. C'est ce que recherche toute nature comme un bien, mais que par loi et par force on ramène au respect de l'égalité. La licence dont je parle serait surtout significative s'il recevait le pouvoir qu'eut jadis, dit-on, l'ancêtre de Gygès, le Lydien. Cet homme était berger au service du roi qui gouvernait alors la Lydie. Un jour, au cours d'un violent orage, accompagné d'un séisme, le sol se fendit et il se forma une ouverture béante près de l'endroit où il faisait paître son troupeau. Plein d'étonnement, il y descendit. Et entre autres merveilles que la fable énumère, il vit un cheval d'airain creux percé de petites portes. S'étant penché vers l'intérieur, il y aperçut un cadavre de taille plus grande, semble-t-il, que celle d'un homme, et qui avait à la main un anneau d'or dont il s'empara. Puis il partit sans prendre autre chose. Or, à l'assemblée habituelle des bergers, qui se tenait chaque mois pour informer le roi de l'état de ses troupeaux, il se rendit portant au doigt cet anneau. Ayant pris place au milieu des autres, il tourna par hasard le chaton de la bague vers l'intérieur de sa main. Aussitôt, il devint invisible à ses voisins, qui parlèrent de lui comme s'il était parti. Étonné, il mania de nouveau la bague en tâtonnant, tourna le chaton en dehors, et ce faisant, redevint visible. S'étant rendu compte de cela, il répéta l'expérience pour voir si l'anneau avait bien ce pouvoir. Le même prodige se reproduisit. En tournant le chaton en dedans, il devenait invisible, en dehors, visible. Dès qu'il fut sûr de son fait, il fit en sorte d'être au nombre des messagers qui se rendaient auprès du roi. Arrivé au palais, il séduisit la reine, complota avec elle la mort du roi, le tua et obtint ainsi le pouvoir. Si donc il existait deux anneaux de cette sorte, et que le juste reçut l'un, l'injuste l'autre, aucun, pense-t-on, ne serait de nature assez adamantine pour persévérer dans la justice et pour avoir le courage de ne pas toucher au bien d'autrui, alors qu'il pourrait prendre sans crainte ce qu'il voudrait sur l'agora, s'introduire dans les maisons pour s'unir à qui lui plairait, tuer les uns, briser les fers des autres, et faire tout à son gré, devenu l'égal d'un dieu parmi les hommes. En agissant ainsi, rien ne le distinguerait du méchant. Ils tendraient tous les deux vers le même but. Et l'on citerait cela comme une grande preuve que personne n'est juste volontairement, mais par contrainte, la justice n'étant pas un bien individuel, puisque celui qui se croit capable de commettre l'injustice la commet. Tout homme, en effet, pense que l'injustice est individuellement plus profitable que la justice, et le pense avec raison,
d'après le partisan de cette doctrine. Car si quelqu'un recevait cette licence dont j'ai parlé, et ne se contentait jamais à commettre l'injustice, ni à toucher au bien d'autrui, il paraîtrait le plus malheureux des hommes et le plus insensé à ceux qui auraient connaissance de sa conduite. Se trouvant mutuellement en présence, ils le loueraient, mais pour se tromper les uns les autres, et à cause de leur crainte d'être eux-mêmes victimes de l'injustice. Voilà ce que j'avais à dire sur ce point.